Bonjour, alors nous retrouvons aujourd'hui Anthony Huiteval d'Arvalis. Anthony, bonjour. Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui de fertilisation des prairies. Alors justement, quels sont les grands paramètres à prendre en compte pour calculer les apports d'azote ? Oui, alors il existe différentes méthodes qui finalement reviennent à peu près toutes à la même chose, c'est-à-dire de quantifier un potentiel qui assouvit les besoins du troupeau ou un potentiel agronomique qui peut être parfois supérieur aux besoins du troupeau, et aussi de quantifier les différentes sources d'offres en azote pour faire une balance entre le besoin pour atteindre le potentiel et puis l'offre. Alors l'offre, de quoi on parle quand on parle d'offre? On parle de minéralisation des matières organiques du sol, on parle d'azote qui provient de la fixation symbiotique par les légumineuses, et puis d'arrière-effets qui pourraient exister de produits organiques, par exemple, antérieurs. On atteint souvent un delta, c'est-à-dire que le besoin il est supérieur à l'offre, et il s'agit de combler ce besoin en azote. Du coup, en ce qui concerne la date du premier apport, on parle de 200 degrés jour ? Oui, complètement. Alors la règle des 200 degrés jour cumulés depuis le 1er janvier en base 0, en fait, elle vaut pour des apports qui se font sous forme d'azote minéral ou de lisier, qui ont une forte fraction d'azote ammoniacal, d'azote minéral, en tout cas d'une forme soluble. Et ces 200 degrés jour, ça correspond au redémarrage de la végétation, une période où la plante va avoir de forts besoins en azote et qui ne seront pas compensés par l'offre du sol, donc il y a un risque de carence. Et on va appliquer, alors pas la dose annuelle, mais en tout cas des doses qui, le plus souvent, un peu toutes conditions confondues, vont aller de 30 à plus de 80 unités pour assouvir les besoins de prairies plus ou moins productives, et où l'offre, par exemple, d'azote aussi de la contribution des légumineuses serait encore limitante. Et à titre d'indication, cette date-là, on l'obtient sur les zones précoces, parfois fin janvier, à la faveur d'hiver assez doux, et jusqu'à la mi-mars dans les plaines les plus tardives. Et du coup, on peut fractionner ces apports ? Alors, on peut fractionner. En dessous d'une dose de 50 à 60 unités, il n'est pas pertinent et pas rentable de fractionner. Là où la question du fractionnement peut se poser, c'est dans le cas de doses assez conséquentes, en particulier supérieures à 100 unités, mais qui d'ailleurs sont très rarement justifiées sur des premiers cycles. Mais on peut fractionner à des doses inférieures. On va quand même réserver ces situations-là dans des situations où il y a un risque de lixiviation, donc des sols qui seraient très superficiels et de texture très grossière, et dans des zones qui sont fréquemment arrosées, et j'allais dire de manière abondante en sortie d'hiver. Alors justement, tout à l'heure, tu parlais de légumineuses. Alors comment on gère quand il y a présence de légumineuses dans la parcelle ? Alors, les légumineuses, la présence de légumineuses dans une parcelle ne veut pas dire que ça suffit à alimenter la graminée en azote. Ça veut dire que ça y contribue. On estime que c'est suffisant c'est-à-dire que les légumineuses et leur fixation symbiotique suffisent à nourrir ensuite par effet un peu de ricochet les graminées lorsque leur répartition dépasse 40 à 50%, enfin leur présence dépasse 40 à 50% au printemps. Il n'empêche, on peut justifier un apport d'azote à petite dose, de l'ordre de 30 à 40 unités au printemps qui suit, sous réserve que la réglementation locale le permette, pour booster la production finalement du premier cycle avant que les légumineuses se réveillent. Pour les situations en dessous de ces proportions-là, il y a différents ABAC qui permettent de quantifier la contribution, et donc c'est pris en compte en fait, dans l'offre par le sol, mais aussi les légumineuses. Alors justement, quand il y a une carence, ça s'exprime comment concrètement que ce soit pour l'azote ou le PEK? Oui, alors l'azote, ça va être essentiellement quelque chose de visuel, une plante qui va être d'un vert pâle, parfois jaune, en particulier sur la pointe des feuilles, dans les situations les plus sévères. Mais souvent, quand on s'en rend compte, il est trop tard, en tout cas pour le cycle en question. Donc voilà, c'est un peu plus de prophylaxie, de prévisionnel en amont. Puis il y a aussi des conditions de valorisation qui sont assez évidentes, de caler des apports avant une pluie qui permettent une bonne valorisation. C'est vrai pour les premiers apports, mais c'est en particulier vrai pour les apports qui se font sur des repousses, à des périodes où il y a une température supérieure, une pluie qui est souvent moins fréquente et moins abondante, et donc où il y a plus de risques de volatilisation ammoniacale. Donc c'est important d'aller positionner en amont d'une pluie. Et pour phosphore et potassium, finalement, c'est assez insidieux ce qui se passe sur les espèces fourragères parce qu'elles traduisent très mal les carences. Et donc finalement,
on ne se rend pas vraiment compte. On peut toujours attribuer la perte de rendement à d'autres facteurs, en particulier climatiques, alors que ça peut être une carence en PEK. Et le seul moyen de le savoir, c'est de procéder selon les rotations. Enfin, finalement, est-ce qu'on a affaire à une prairie temporaire, une prairie permanente? Tantôt à l'analyse de terre, ou alors plutôt à l'analyse des plantes lorsqu'on est en situation de prairie permanente. C'est le seul moyen. Et en conduite bio, il faut être d'autant plus vigilant, je suppose, parce que les produits coûtent cher. Alors en agriculture biologique, c'est vrai qu'on a eu des situations, j'allais dire quelques indicateurs d'alerte, où quand on poussait le diagnostic un petit peu plus loin, on se rendait compte que c'était finalement pas l'azote qui était le premier facteur limitant de la production, mais bien phosphore et potassium. Alors tout ça, aujourd'hui, on y travaille pour pousser un petit peu plus loin encore les méthodes de diagnostic et dans quelle mesure on peut étendre à ce qu'on connaît du conventionnel, ce qui se passe en agriculture biologique. Mais c'est important de garder la vigilance sur les niveaux d'apport et puis les niveaux d'export qui sont en face. Lorsqu'on part d'une situation qui est très bien pourvue, les risques de carence, évidemment, ils sont limités, voire nuls, mais tout ça ne dure qu'un temps puisqu'on épuise un certain stock présent dans le sol, et si on ne compense pas, bien évidemment, on tape un peu dans cette trésorerie, de sorte que PEK peuvent devenir limitants en fonction des teneurs. Alors justement, pour PEK, justement, comment ça se gère en fait les apports? Alors sur prairie, il y a deux situations. La première, quand la prairie est une prairie temporaire qui rentre dans une rotation, là on va utiliser la méthode qui est classiquement utilisée pour les céréales à paille, mais d'autres cultures annuelles, qui est la méthode dite du comifère, qui mobilise une analyse de terre, donc un dosage en fait de l'élément, de la disponibilité de l'élément P ou K d'ailleurs, dans le sol, couplé à l'information dans quel type de sol je me situe, depuis combien de temps je n'ai pas apporté de chacun de ces deux éléments-là, et puis quelle est l'exigence de la culture. Et c'est là un point important de le rappeler, c'est que les cultures fourragères, donc les graminées ou les légumineuses, sont des espèces qui sont exigeantes, voire très exigeantes, en particulier pour le phosphore, dans le cas des légumineuses. Donc voilà, des espèces exigeantes, moyennement exigeantes, très exigeantes. Pour le PEK, ça veut dire qu'il faut une certaine disponibilité pour qu'elles puissent assouvir leurs besoins. Donc je répète, pour la méthode comifère, une teneur, un type de sol, une exigence de la culture et un passé récent de fertilisation permettent de définir la dose à apporter pour atteindre 95% au moins du rendement maximal. D'accord. Voilà, donc assouvir les besoins de la culture. Et on n'a pas parlé, mais le soufre Alors peut-être avant de parler du soufre, j'ai décrit le cas des prairies temporaires, puis également le cas des prairies permanentes, donc qui ne répondent pas... finalement, la méthode comifère basée sur l'analyse de terre n'est pas utilisable, en fait, n'est pas interprétable pour différentes raisons. Donc là, on a besoin de passer par l'analyse de plantes. Analyse de plantes qui se fait sous certaines conditions. Il faut qu'on soit en pleine période de végétation, donc des plantes qui finalement ont assez peu de facteurs limitants de la croissance, si ce n'est potentiellement PEK. Donc on va se situer au printemps, des biomasses estimées de l'ordre de 2 à 5 tonnes, en l'absence de stress, donc pas de stress hydrique, pas de stress non plus thermique. On va prélever, et puis on va envoyer au laboratoire. Alors on va prélever essentiellement des graminées. Finalement, c'est un diagnostic qui concerne les graminées. Donc s'il y a des légumineuses, alors évidemment, on évitera ces diagnostics-là en présence de légumineuses, mais s'il y en a, on les exclura du prélèvement et on interprétera sur la graminée pure. Et il nous est renvoyé, une fois qu'on a dosé azote, phosphore et potassium, il nous est renvoyé par le laboratoire ce qu'on appelle un indice de nutrition, soit phosphore ou potasse. Et il s'interprète de la même manière, c'est-à-dire qu'au-delà d'une valeur de 100, finalement, on peut se permettre une impasse ponctuelle, et puis ensuite de maintenir les niveaux d'exportation sans risque de carence. Entre 80 et 100, on maintient la stratégie qu'on avait jusqu'alors, et en dessous de 80, là par contre, on rentre dans une stratégie plutôt, on va dire, de redressement, et donc il va falloir un petit peu rehausser les doses, sans dépasser, et ça ce sont des essais long terme qui nous l'indiquent, des doses supérieures à 60 unités de phosphore et 150 unités de potasse se justifient que dans de très rares situations, et c'est notamment le cas des luzernières qui peuvent avoir des niveaux d'export PEK très élevés. Donc pour le soufre Et pour le soufre, alors pour le soufre, finalement, c'était un sujet qui était assez peu abordé jusqu'à aujourd'hui dans les, on va dire dans les milieux prairiaux. Donc on a relancé depuis quelques années des essais pour aller voir dans quelle mesure les facteurs qu'on sait être à risque sur d'autres espèces, en particulier les céréales à paille, mais dans une moindre mesure aussi le colza, sont valables sur prairie pour établir
des prédictions, des niveaux de risque. Et donc il y a plusieurs choses qu'on sait être à risque. Un type de sol qui serait très filtrant, donc une texture grossière, plutôt sableuse. Évidemment des espèces qui sont exigeantes, qui ont de forts besoins, mais c'est le cas des graminées et des légumineuses fourragères. Absence ou en tout cas très faibles apports de produits organiques. Et puis le dernier facteur que l'on finalement ne maîtrise pas ou qu'on ne connaît qu'au dernier moment, c'est la pluviométrie hivernale qui va avoir tendance à lixivier le stock de soufre sous forme minérale qui aurait pu être disponible pour la plante au moment de son redémarrage. Jusqu'à aujourd'hui, finalement, dans des contextes à risque, assez peu de réponses, enfin en tout cas des contextes à risque dont on se rend compte qu'ils sont peu présents sur le terrain puisque dans les élevages, des effluents organiques sont épandus, je ne veux pas dire partout tout le temps, mais enfin assez fréquemment. Certaines parcelles peuvent être orphelines et dans ce cas, c'est elles qui vont être les plus à risque. Mais on a encore besoin d'aller plus loin dans l'acquisition de références pour préciser tout ça. À la fois des enjeux en termes de rendement, y en a-t-il, et puis également en termes de qualité, il pourrait y en avoir. Ça s'est vu par exemple sur le luzerne en Champagne-Crieuse, mais dans des milieux assez particuliers. En tout cas, merci pour ces précieux conseils. Merci à vous. Et retrouvez d'autres articles sur ce sujet, et notamment des conseils d'Arvalis sur WebAgri.